Saskia. Un tout grand merci, Saskia. Je vais maintenant donner la parole à Herman van Hooyen. Goedemiddag. Ik had ook een verhaal voorbereid. Bonjour, alors moi aussi j'avais prévu un petit discours, mais au final je ne vais pas vraiment m'y tenir parce que bon, nous avons la pause café également pour raconter d'autres choses, donc je voudrais aborder certains points liés à ce que les autres orateurs ont déjà dit, et je voudrais parler donc des visions et des différentes évolutions possibles. Alors, l'espérance de vie évolue. Gorbatchev avait mis en place l'interdiction de l'alcool et là, tout d'un coup, il y avait une augmentation de 4 ans de l'espérance de vie. Et ensuite, dès que cette interdiction de l'alcool a été abolie, à nouveau une réduction de l'espérance de vie. Aux États-Unis, on voit des fluctuations pareilles en ce qui concerne l'utilisation des substances, des antidouleurs. Et donc, ici, vous avez le logo de Cienzano et le slogan Healthy All Life Long, en bonne santé tout au long de la vie. Et ici, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'évolution de vie, eh bien, en fin de compte, nous analysions les différents éléments intersectionnels qui ont amélioré notre espérance de vie. Et l'augmentation de l'espérance de vie jusqu'à aujourd'hui ou ces dernières années est liée donc aux générations qui sont nées après la Seconde Guerre mondiale et aux différentes évolutions sociales qui ont eu lieu. Alors ici, je voudrais maintenant vous dire que l'espérance de vie augmente, mais qu'il est important de compléter cette information par d'autres paramètres. L'espérance de vie, à elle seule, ne nous parle pas de coût. Il y a différents étalons qui doivent être utilisés. Les années vécues doivent être passées au crible, en fin de compte. Permettez-moi immédiatement d'aborder ce point-ci. Lorsque l'on vit plus longtemps, est-ce que, oui ou non, il y a un déplacement, en fin de compte, de certains handicaps, de la mauvaise santé? Et donc ensuite, quid également de l'âge auquel nous devrions partir à la retraite? Alors là vient donc du coup la question des activités pour lesquelles il faut payer. Alors il y a les activités qui contribuent au PIB, mais il y a pléthore de personnes qui fournissent des services sociaux qui ne sont pas rémunérés. Je parle des tâches ménagères, des tâches dans les cercles familiaux, mais également dans certains cercles sociaux. Alors il y a plusieurs méthodes qui nous permettent de passer tout cela au crible. Et nous avons le Disability Adjusted Life Years, qui est très utile et qui nous permet d'analyser mortalité et morbidité. Et ainsi de voir justement combien coûte une maladie à un malade, et alors ensuite d'appliquer cela sur les hommes et les femmes. Alors ici, vous voyez différentes couleurs à l'écran. En bleu, vous voyez différentes maladies. En rouge, les infections. Et en vert, tout ce qui est accident et mort non naturelle. Alors, plus la couleur est foncée, plus l'augmentation a été criante de 1990 à 2017. Alors, comme vous pouvez le voir, les maladies chroniques pèsent lourd, mais si on compare les hommes aux femmes, on voit que chez les femmes, c'est surtout des problèmes de locomotricité et je tiens également à vous montrer que nos choix de vie ont également beaucoup de conséquences. Là, vous voyez donc le cancer du poumon chez les femmes, bleu foncé. En 2017, pour les femmes de 50 à 60 ans, c'est un fait. Ces femmes ont commencé à fumer quand elles étaient jeunes. Et chez les hommes, en réalité,
Il y a beaucoup d'hommes qui ont arrêté de fumer. Et donc, on a un bleu plus clair. Et donc, voilà la première chose que je tenais à dire. Ensuite, le poids des maladies vous montre certaines dynamiques. Être malade et permet d'analyser certaines corrélations entre maladie et longévité. Et cela permet alors justement de définir certaines attentes et de créer certaines perspectives d'avenir, notamment en ce qui concerne des années de vie en bonne santé et en mauvaise santé. Alors, ensuite, on peut faire différentes estimations en fonction justement des différents types d'années de vie. Ici, analyse transversale pour ce qui est donc de l'activité à 50 ans et après. Ici, on voit qu'un homme à 50 ans peut encore vivre 31 ans, une femme un peu plus longtemps. Mais vous voyez également en vert que le nombre d'années en bonne santé chez une femme est plus réduit. Autrement dit, les femmes ont une espérance de vie plus longue, mais qui n'a pas pu se traduire par des années en bonne santé. Et donc, c'est parce que justement, le taux de morbidité est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Ici, on voit également des discrépances régionales. On voit bien que l'espérance de vie en Flandre est plus haute qu'en Wallonie, mais on voit également qu'il y a une différence en ce qui concerne la qualité de vie. Donc en Flandre, on vit plus long, mais en Wallonie, on vit moins longtemps. On a également une plus courte vie en bonne santé. Voici donc le positionnement de la Belgique. On ne peut pas dire qu'il est bon, excellent, mais enfin bon, il n'est pas mauvais non plus. L'évolution n'est pas nécessairement positive. Alors quand vous regardez donc l'évolution et les chiffres donc de l'étude, bon, nous n'avons pas d'évolution dans les données de santé depuis suffisamment longtemps, mais la Flandre, la Wallonie ainsi que Bruxelles et l'ensemble de la Belgique, donc tout en bas, vous avez donc l'expérience de vie et en vert foncé, vous avez le fossé entre les années de bonne santé et les années où la santé donc fait défaut. Vous allez remarquer également que chez les hommes, si on considère les choses de façon positive, donc on a une tendance à la non-expansion. Bon, il n'y a pas de compression à proprement parler non plus. Et chez les femmes, c'est à peu près similaire, à l'exception de la Wallonie, donc vous avez un petit peu moins de changements. Voilà, donc bon, il faut être prudent évidemment avec ces chiffres, comme je l'ai expliqué, comme les orateurs précédents l'ont expliqué également. Par rapport au débat, justement, j'aimerais rajouter quelques informations. Se concentre sur les inégalités sociales en matière de santé et on le fait sur base d'une combinaison donc entre d'une part le suivi de la composition démographique, donc combinaison donc de cela avec nos enquêtes, les résultats de nos enquêtes. Et vous allez considérer donc ceci chez les hommes et chez les femmes, vous avez donc une forte différence. Chez les hommes, c'est 6 ans et chez les femmes, environ 7 ans. Ce qui est important, c'est que quand on prend en compte également donc, les années de mauvaise santé. Donc sur base de ce graphique, on a une image un peu différente. On remarque donc la partie en vert clair qui est plus importante et la partie en vert foncé qui est plus faible. Ça veut dire que les gens qui ont une moins bonne éducation en général donc, sont pénalisés 2 fois. Une première fois parce qu'ils ont une espérance de vie inférieure et deuxièmement parce que leur espérance de vie en bonne santé est encore plus faible et ils vont devoir donc vivre une plus longue période de temps avec une mauvaise santé. Alors, c'est évidemment donc un critère social. Par rapport donc, au paiement, à la rémunération du travail, par rapport à toute une série d'efforts que l'on peut faire également, efforts physiques, etc. L'autre point aussi,
c'est que après l'âge de la retraite, certains donc, ont la possibilité de pouvoir participer à leur vie sociale et donc augmenter également leurs revenus de retraite. Mais là, je pense que dans le cadre de ces informations-ci, il faut également prendre en considération le fait donc que l'on doit éviter justement de créer un deuxième critère de différence. Voici donc nouveau pour la Belgique, mais ce n'est pas nouveau. Donc à 50 ans, pour les hommes, on est à 4,4 ans de moins donc en bonne santé, 6,7 et ils vivent également donc 2 années de moins, ou en moins bonne santé en tout cas, et vous avez également donc la même chose pour les femmes. En fait, nous avons donc un score relativement mauvais en ce qui concerne le traitement de ces inégalités. On n'arrive pas à supprimer les inégalités sociales, et ce sont justement les deux tableaux qui sont les plus importants. Donc vous avez la partie pour les hommes. Bon, c'est un petit peu difficile, alors je vais essayer de vous expliquer. Donc tout en haut, vous avez dans les 3 premières colonnes l'évolution donc de l'espérance de vie sur 25 ans. Et vous remarquerez évidemment que l'évolution la plus marquée est à nouveau pour les personnes les plus éduquées sur cette période de 10 ans, donc qui sert de référence. Et vous voyez également que le fossé d'inégalité, donc on est à 0,9 années, et dans la dernière colonne, on fait exactement la même chose, mais avec une répartition donc en fonction du changement de niveau d'éducation. Ce qui est le plus remarquable peut-être, c'est l'espérance de vie. En bonne santé, vous avez donc une petite augmentation dans les couches de la population les plus basses. Donc là aussi, vous voyez que vous avez un fossé qui s'est agrandi encore donc, au cours des dernières années avec une répartition différente. Et c'est significatif, évidemment, du point de vue statistique. La même chose chez les femmes, avec une petite différence qui saute aux yeux ici. Par rapport donc, à l'espérance de vie, donc pour les femmes avec un haut niveau d'éducation, vous avez une baisse remarquable par rapport aux années précédentes. Et donc, en Belgique, nous avons quelques difficultés en ce qui concerne le traitement des inégalités sociales. Cela ressort également d'autres rapports de l'OCDE notamment, et qui donnent une description donc, des soins de santé en Belgique. Ça date du mois dernier. Ce rapport également par rapport au semestre européen. Donc dans le rapport, vous avez toujours le même message en fait qui ressortent. Bon, nous avons peut-être une répartition des salaires qui est inégale également et de façon relativement stable. Mais c'est surtout donc ce point-là qui ressort, et vous voyez également donc quelles sont les opportunités donc en matière d'enseignement, mais aussi donc d'accès aux soins de santé par rapport au style de vie également qui va être influencé bien sûr par des facteurs sociaux. Donc tout cela va avoir une influence, un impact sur l'avenir des soins de santé, sur la façon dont nous allons devoir les gérer. Ce n'est pas l'amélioration de la santé et la réduction des coûts qui sont liés, c'est surtout par rapport au nombre de personnes qui vont avoir besoin de soins, et je pense que ça c'est important de le souligner. Et je pense arriver tout doucement donc au bout de mon exposé. J'aimerais vous donner donc un petit exemple en ce qui concerne le tabagisme. Donc là aussi vous voyez qu'il y a des différences assez importantes. Si vous regardez donc l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, vous allez remarquer que les gens qui fument tous les jours et ceux qui ne fument jamais donc, ont une différence. Vous avez 9 années de plus. Et ils vont également vivre plus longtemps en bonne santé. Et un tiers d'années seulement donc en mauvaise santé. Vous avez également cette différence qui est marquée chez les femmes aussi. Donc pour conclure,
Je dirais, et c'est juste un rappel, que nous avons donc une tendance à la hausse des maladies chroniques. Les choix de vie que nous faisons sont importants également. Je pense que les choix sociaux sont encore plus importants peut-être que ces autres choix, parce que c'est là que l'on va retrouver donc la source des inégalités que l'on crée dans la société, avec toutes les conséquences négatives que cela peut avoir en matière de productivité. Bon, je ne suis pas économiste, pardon, mais je pense que la productivité, l'enseignement, etc., donc, ont un impact particulièrement important sur la santé et la vie. Et voilà, j'espère donc avoir pu ainsi apporter de quoi discuter, débattre tout à l'heure.